7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Allez non, il y a des gens qui écoutent. Bonjour Thierry Libard. Bonjour. Vous êtes conseiller au Comité économique et social européen. Il y a aujourd'hui un indice de réparabilité. Les lave-vaisselle, lave-linge et autres nettoyeurs à haute pression vont être concernés par cet indice déjà apposé sur 5 autres types de produits. Ce macaron permet aux consommateurs de savoir à quel point ces objets sont réparables. Quels sont les critères retenus pour cet indice? Alors, il y en a plusieurs. Les principaux points, c'est la disponibilité des pièces détachées, c'est le prix. C'est le fait d'avoir une notice de montage, savoir si vous pouvez faire les réparations vous-même. Et puis, ce qui est le cas parfois? Oui, et de plus en plus, parce que le consommateur est de plus en plus enclin à réparer son produit. Et puis la facilité. Je prends l'exemple du smartphone qui s'appelle Fairphone, qui est construit un peu comme un Lego, où s'il y a une pièce qui est en panne, vous décliquez, puis vous remplacez par une autre pièce. Donc il y a de plus en plus une incitation pour inciter le consommateur à pouvoir réparer lui-même. On va aussi fleurir de plus en plus de tutos sur les chaînes. Voilà, il y a vraiment une dynamique, et l'indice de réparabilité aide justement le consommateur à prendre en compte un peu la réparabilité du produit. Alors 0 ça veut dire jamais réparable, et 10 ça veut dire qu'on peut le réparer même si on n'est vraiment pas doué de ses mains. Oui, mais l'idée, c'est que aussi les produits sont de plus en plus avec de la connectique, avec de l'informatique. Donc c'est aussi l'idée d'inciter le consommateur à faire réparer son produit. Il y avait depuis le début des années 2000 une tendance très forte à ce que les produits n'étaient pas réparables. Alors soit ils étaient conçus vraiment, les premières générations d'iPad, etc., pour ne pas être réparables, avec les batteries qui étaient collées à la coque, mais aussi une tendance un peu de fond, un peu peut-être plus sociologique, culturelle, où lorsque le produit tombe en panne, le consommateur ne le fait pas réparer. Selon une étude de l'ADEME, par exemple, sur la filière électrique électronique, on a seulement 44% des produits qui tombent en panne qui se font réparer. Donc on voit aussi simplement le produit tombe en panne, je ne le fais plus réparer. Et puis une chose qui est intéressante, parce que ça c'est nouveau, on ne l'avait pas vu auparavant, c'est le fait de considérer que la panne, elle est synonyme d'une baisse de performance du produit. C'est-à-dire que par exemple, là, vous avez, dans les produits où il y a un indice de réparabilité depuis le 4 novembre de cette année, l'aspirateur. Par exemple, si on prend cet exemple-là tout concret, le fait que l'aspirateur aspire un peu moins, le consommateur considère qu'il est en panne, et donc souhaiterait en changer. Alors que très souvent, c'est un manque d'entretien. Il suffit, alors le plus évident, c'est de remplacer le filtre, mais aussi de nettoyer le tuyau. Mais il y a vraiment cette idée, et on le voit aussi sur le smartphone, il y a moins de performance, le smartphone ralentit, et donc on considère qu'il est en panne. Les consommateurs sont-ils réceptifs à ce type d'indication, Thierry Libard? Alors oui, là, clairement. Selon les études, en tout cas dans le déclaratif, ce que disent les consommateurs, 3/4 d'entre eux disent « je prends en compte l'indice de réparabilité lorsque j'achète un produit ». Et donc, lorsque l'on tient compte de cet indice, on se dit que c'est un peu comme le Nutri-Score, c'est-à-dire que ça pourrait inciter les fabricants à jouer le jeu, autrement dit, à essayer de maximiser cet indice de réparabilité. Alors, la réponse c'est oui, bien sûr, mais il y a quand même une condition. Le premier, c'est que tous les fabricants jouent le jeu. Et là, depuis le début de l'année, on s'est aperçu qu'à peu près la moitié des produits n'indiquaient pas l'indice de réparabilité. Et puis le deuxième, c'est que jusque maintenant, il n'y avait pas de contrôle sur la réalité des indices qui étaient donnés. Alors, la DGCCRF, enfin l'organe de contrôle en France sur les pratiques de consommation, a mis le nez un peu sur le sujet. Il y a des sanctions qui sont maintenant dans les tuyaux, qui peuvent monter assez cher. Donc, j'ai un peu l'impression que tout ça, ça va. Mais alors, ils trichaient comment les... Simplement parce qu'il suffisait de mettre des indices de réparabilité qui étaient beaucoup plus élevés que la réalité concrète du produit. Alors, ça veut dire que finalement les produits étaient moins facilement réparables qu'ils le disaient, ou bien que les pièces étaient plus compliquées à trouver? Oui, ou alors que les prix étaient inférieurs. C'est un peu la juxtaposition de l'ensemble de ces points. En tout cas, ce qui est important, je pense, à retenir, c'est qu'il y a vraiment cette tendance de faire du consommateur un levier de la transition écologique. Faire du consommateur un consommateur mieux informé pour qu'il soit capable de faire des choix plus intéressants. Et la prochaine étape, c'est 2024.
c'est l'indice de durabilité. Et l'indice de durabilité permettra aux consommateurs de savoir, lorsque vous souhaitez acheter un produit, en conditions moyennes d'utilisation, combien de temps ce produit-là va durer. Parce que dans la demande du consommateur, en fait, le consommateur ne demande pas à ce que le produit soit réparable, il demande d'abord à ce que le produit dure. Et donc, il y a vraiment une tendance de fond, en France comme en Europe, hein, il y a vraiment Mais aussi comment en va-t-on Europe. calculer cela, Thierry Libard? Ah bah ça, autant l'AFNOR que l'Institut le laboratoire de métrologie sont capables de faire des tests en permanence. Alors toute la difficulté en fait pour le consommateur, ça va être de considérer que c'est en conditions moyennes d'utilisation. Parce que par exemple, votre lave-vaisselle, vous ne l'utilisez pas de la même manière si vous êtes célibataire, que vous faites votre vaisselle une fois par semaine parce que le reste du temps vous allez au restaurant, ou si vous êtes une famille nombreuse et que tous les jours vous en servez. Donc c'est pour ça que les travaux ont été renvoyés et on doit aboutir en 2024. Mais il y a vraiment cette idée d'avoir une information claire qui vous sera dès l'origine de l'achat du produit, si le produit va durer longtemps ou pas longtemps. Mais ça veut dire que l'obsolescence programmée, alors on sait qu'elle existait par exemple pour des produits informatiques, des produits qui dépendaient par exemple d'un programme, lequel pouvait ne plus être disponible ou en tout cas ne plus être maintenu. Est-ce que par exemple sur des produits comme les lave-vaisselle, les lave-linges, est-ce qu'il existait véritablement une obsolescence programmée? Alors sur la filière électroménager, ça n'a pas été démontré. On l'a démontré clairement sur certains types de produits. Enfin, les plus connus, c'était les ampoules, le nylon, les imprimantes. Mais dans le même temps, les fabricants nous disaient c'est pas contre le consommateur, c'est pas une pratique d'auto-sabotage de nos produits. Si on prend un exemple typique, l'imprimante, qui a été le cas démontré, où là, à partir d'un certain nombre d'impressions, ça s'arrêtait. Les fabricants d'imprimantes, oui, mais on sait qu'à partir d'un certain moment, ça va se dégrader. Et donc, il y aura des jets d'encre et ça va être un peu épouvantable. Et donc, le consommateur ne va pas racheter un produit à partir du moment où il en sera très mécontent. Donc, on préfère une mort propre. On préfère que le produit s'arrête brutalement. Bon, je vous dis en tout cas ce que disent les fabricants. On n'est pas obligé de les croire. Mais dans tous les cas, avec la loi de 2015 contre l'obsolescence programmée en France, c'est maintenant clairement un délit. Donc l'ensemble des fabricants a compris qu'ils avaient plutôt intérêt à jouer le jeu, d'abord parce que financièrement ça pourrait être redoutable, mais aussi en termes de réputation, ce serait dramatique pour eux. Et dernière question, Thierry Libard, est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, quelque chose qui serait obligatoire, par exemple l'impossibilité de commercialiser des produits en deçà d'un certain indice de réparabilité? Oui, on pourrait. Là, la tendance actuelle, c'est en tout cas d'être, et je vois ça depuis le 30 mars dernier, il y a toute une dynamique au niveau européen. Il y a un projet de directive au niveau européen sur le sujet de l'obsolescence programmée, avec un levier principal, c'est donner une meilleure information aux consommateurs. Je vous donne juste un chiffre. 68% des consommateurs disent « je veux prendre en compte l'impact environnemental des produits, est-ce qu'il est durable, réparable des produits ?» Et 61%, c'est-à-dire pas très loin, disent « ouais, mais en fait, je ne sais pas comment faire ». C'est-à-dire je suis un peu perdu dans l'ensemble des indices, des critères, etc. Donc donnez-moi une information fiable et ce sera un levier pour moi pour essayer d'aller plus avant. Merci beaucoup Thierry Libard. Je rappelle que vous êtes conseiller au Comité économique et social européen. Vous êtes l'auteur du premier texte européen sur la lutte contre l'obsolescence programmée. Il est 7h23 sur France Culture.